L'histoire racontée de Radio Andorre par Jean-Marc Prince. Bonsoir, c'est Jean-Marc Prince au micro pour un 4e voyage dans l'histoire de Radio Andorre, radio périphérique qui a émis de 1939 à 1981. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la période 1955-1959. Si vous avez écouté les 3 épisodes précédents, vous vous souvenez que Radio Andorre avait émis en toute neutralité durant la Seconde Guerre mondiale, car située dans un pays neutre, l'Andorre. Avec son programme musical, elle avait apporté détente et apaisement à toute une Europe meurtrie par la guerre. Mais à la libération de la France, le nouveau pouvoir gaulliste, ayant pris conscience de l'importance de la radio comme moyen de propagande, puisqu'il s'en était lui-même servi par l'intermédiaire de la BBC, il décida d'interdire toutes les radios privées du territoire français et d'instaurer un monopole d'État. La vingtaine de radios privées qui émettaient avant-guerre ne purent pas reprendre leurs émissions. En revanche, quelques radios avaient installé leurs émetteurs en dehors du territoire national. C'était le cas pour Radio Luxembourg, Radio Andorre et la dernière née Radio Monte-Carlo. Mais là aussi, il n'était pas question que le gouvernement français ne contrôle pas ces radios. Pour Radio Luxembourg, c'était le groupe Havas, dont l'actionnaire principal était l'État français, qui contrôlait la station luxembourgeoise. Aussi, aucune décision ne pouvait être prise à Radio Luxembourg sans l'aval du gouvernement français. Concernant Radio Monte-Carlo, la station avait été créée durant l'occupation, avec comme actionnaire l'État français de Vichy, le Reich allemand et l'Italie fasciste. On pouvait franchement rêver mieux comme parrain pour se pencher sur son berceau. Mais à la Libération, Allemands et Italiens furent évidemment dépossédés de leur pouvoir sur Radio Monte-Carlo et restait seule en liste la France qui contrôlait la station par l'intermédiaire d'une société d'État contrôlée à 99% qui s'appelait la Sophie-Rad. Mais Radio Andorre restait intouchable. Elle appartenait à un Français, propriétaire d'un réseau de radios privées en France, mais aussi dans d'autres pays européens, Jacques Trémoulet. À la Libération, il fut dépossédé de ses radios qui émettaient encore dans le sud de la France durant l'occupation. C'était Radio Toulouse, Radio Montpellier et Radio Agen. Mais la France ne pouvait pas interdire Radio Andorre, puisqu'elle n'émettait pas sur son territoire. Alors avec beaucoup de maladresse, elle essaya de s'emparer de la station. Un procès pour collaboration fut intenté contre Jacques Trémoulet, qui dut se réfugier en Espagne pour échapper à un jugement expéditif. Mais au bout de quelques années de rebondissements, il fut lavé de toute accusation de collaboration et innocenté en 1949. Ne pouvant pas la contrôler, il fallait donc faire taire la station. Sa longueur d'onde fut brouillée par la France pour l'asphyxier financièrement. Mais la justice française, heureusement indépendante du pouvoir, mit fin à ce brouillage illégal. Alors le gouvernement français fit pression sur l'Andorre pour interdire la station, mais en vain. Les Andorrans étaient satisfaits de leur station, qui avait sorti la principauté de son isolement et l'avait fait connaître à l'Europe entière. Le gouvernement français décida alors de créer une station concurrente en Andorre, destinée à lutter contre Radio Andorre sur le plan commercial. Pour donner une apparence juridique légale à son projet, il obtint la collaboration du détenteur officiel de la licence d'exploitation de la radio en Andorre, Stanislas Puygross, en lui promettant de lui céder la direction de la nouvelle radio que la France financerait entièrement via la Sophie-Rad. Cette société envoya du matériel récupéré à Radio Monte-Carlo pour construire le nouvel émetteur. Mais les Andorrans ne voulaient pas d'une station contrôlée par le gouvernement français sur leur territoire. Le coprince épiscopal ne voulait pas en entendre parler, ni le Conseil général, ni même l'Assemblée Magna. Seul le coprince français, évidemment, approuvait ce projet puisque c'était le sien. Comme les Andorrans s'étaient prononcés contre ce projet de seconde radio, la France, en riposte, ferma totalement sa frontière avec l'Andorre. On ne pouvait plus rentrer en Andorre ni en ressortir par la frontière française, ce qui à terme risquait d'étouffer totalement la principauté. On touchait ainsi la ressource principale de l'Andorre, c'est-à-dire le tourisme. Et pour donner bonne mesure à l'opération, on interdit même aux bergers andorrans de faire paître leurs moutons sur le versant français, alors qu'ils le faisaient depuis 2 siècles.
Finalement, les Andorrans ont dû replier et autoriser du bout des lèvres la construction d'un nouvel émetteur sur leur territoire. Mais suite à un changement de gouvernement et de président en France, le projet fut finalement freiné par la mauvaise volonté du ministre des Finances, qui ne voulait plus assurer le financement d'une station privée, et aussi par Radio Monte-Carlo, qui ne voulait plus se déposséder de son matériel pour faire naître une autre station privée à la frontière de sa zone d'écoute. Le projet de seconde radio fut donc mis entre parenthèses, enfin provisoirement, et on en est là en 1955. Oh yes, I'm the great pretender, pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender, adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Too real is this feeling of make-believe. Can't conceal. Oh, yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not, you see. I'm wearing my heart like a crown, that you're still around. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not, you see. I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. The Platters, Great Pretender. En 1955, la RTF, c'est-à-dire la radio-télévision française, commande un sondage d'audience, ce qui était d'ailleurs encore assez rare à l'époque. Il en ressort que Radio Andorre, malgré tous les tracas et campagnes de presse qu'elle a dû subir, attire encore 18% des auditeurs français, soit un auditoire estimé à 6 millions de personnes à l'époque. Or, beaucoup de radios actuelles en rêveraient. En comparaison, en 2023, la première radio de France, qui est France Inter, attire 6,9 millions d'auditeurs. Or, même si les Français sont plus nombreux qu'en 1955, la concurrence des radios n'est pas non plus la même. Donc, l'État français veut à nouveau contrôler le marché radiophonique d'expression française. Depuis la SAR, qui bénéficiait à l'époque d'un statut particulier, une nouvelle radio privée d'expression française fait son apparition. Elle s'appelle Europe 1. Enfin, à l'époque, on ne disait pas Europe 1, on disait Europe numéro 1. Très vite, l'État français va réussir à contrôler son capital, toujours par l'intermédiaire de cette fameuse Sophie Rad, qui contrôlait déjà Radio Monte-Carlo. Et Europe 1 réinvente totalement la radio sous l'impulsion de celui qui avait relancé Radio Luxembourg à la Libération, Louis Merlin. Avec l'invention et le développement du transistor, la façon d'écouter la radio n'a plus rien à voir avec la radio de papa. Le développement de la télévision commence aussi à grignoter l'audience. La télévision devient le média familial par excellence, car le petit écran rassemble toute la famille le soir et vole son prime time à la radio.
Mais la radio devient un média individuel pour les jeunes. Chaque ado possède désormais son petit transistor, pas très cher et sans fil. Les jeunes dopent l'audience des radios qui savent capter leur attention. C'est le cas d'ailleurs d'Europe 1 qui tutoie ses auditeurs, s'adresse à eux avec un langage jeune et diffuse du jazz, du rock'n'roll, puis du yéyé. Mais nous reviendrons un peu plus tard sur le contenu des programmes. Avec Europe 1, la Sophie-Rad se souvient qu'elle a toujours un émetteur qui végète en Andorre et qui n'a toujours pas été mis en service. Par faute de financement, mais aussi par la mauvaise volonté des Andorrans qui avaient tout fait pour ralentir la construction de cet émetteur. Alors le projet Andorre Radio, antithèse de Radio Andorre, commence à revenir sur le tapis. En effet, dans les années 30 et 40, un seul émetteur, suffisamment puissant, suffisait à couvrir la France entière et une partie de l'Europe. Mais dans les années 50, avec la multiplication des émetteurs en Europe, la zone d'écoute de chaque radio a rétréci. Ainsi, Radio Luxembourg n'est plus très audible dans le sud de la France, ni d'ailleurs la nouvelle Europe 1. De même pour Radio Monte-Carlo et Radio Andorre, leurs écoutes dans la moitié nord de la France devient quasiment impossible, sauf peut-être après la tombée de la nuit. Le projet de la Sophie-Rad est donc de couvrir l'ensemble du marché français avec 3 émetteurs de radio, Europe 1 dans la moitié nord, en concurrence avec Radio Luxembourg, Radio Monte-Carlo pour le sud-sud-est, et donc son projet Andorre Radio pour le sud-sud-ouest. En 1957, un nouveau sondage est réalisé cette fois par l'INSEE sur l'auditoire de la radio en France. L'apparition d'Europe 1 a changé la donne dans la moitié nord de la France. Si Radio Luxembourg reste toujours la radio la plus écoutée, elle est talonnée cette fois par Europe 1. Les 2 radios disposent d'ailleurs de studios à Paris toutes les 2. Quant à la moitié sud, si Radio Monte-Carlo a réussi à fidéliser un solide auditoire dans le sud-est, la surprise vient encore de Radio Andorre. La station qui était créditée de 18% des auditeurs français et de 6 millions d'auditeurs, 2 ans plus tôt, progresse cette fois à 23% de part de marché et 7 millions d'auditeurs. Alors pour une station qu'on peut difficilement entendre à Paris, la performance est remarquable. On imagine que sur sa zone d'écoute du Grand Sud-Ouest, elle est incontestablement la radio leader. Ce score de Radio Andorre est d'autant plus remarquable qu'elle est la moins puissante des 4 radios périphériques. Son émetteur n'est que de 60 kW contre 150 kW pour Monte-Carlo, 200 kW pour Europe 1, 250 kW pour Paris Inter et 500 kW pour Luxembourg. Cette popularité n'est plus supportable pour la Sophie-Rad. Après le retour au pouvoir du général de Gaulle, un émetteur est trouvé en Algérie et envoyé en Andorre, et la nouvelle Andorre Radio est désormais opérationnelle. Une autorisation d'émettre des essais est demandée par le coprince français auprès de son collègue le coprince épiscopal. Se souvenant de la grave crise qui avait opposé la France à l'Andorre, le prince-évêque va donc accepter que des essais soient effectués, mais juste dans le but d'entretenir le matériel. La nouvelle radio nommée Andorre Radio diffuse sa première émission d'essai le 18 septembre 1958. Désormais, essai ou pas, plus rien ne pourra l'arrêter. Afin de ne pas provoquer les Andorrans, la France va rester discrète sur ce lancement, pas de publicité dans les journaux, juste 2 heures d'émission par jour, mais l'intention de nuire à Radio Andorre se manifeste déjà par le choix de la fréquence, 367 mètres, donc juste à côté des 300,60 mètres de Radio Andorre. Et la puissance du nouvel émetteur est de 100 kW, donc plus que l'émetteur de Radio Andorre. Bon, ceci dit, cette puissance est amoindrie par une installation peu fiable, une antenne mal située dans ce pays montagneux qu'est l'Andorre. She brought me to the west, but she's the gal that I love best. To the fruit, oh fruit.
what you're doing to me, to the booty, oh Rudy, to the booty, woo, to the booty, hey, oh Rudy, to the booty, oh Rudy, to the booty, oh Rudy, oh wah bam loo ma blah bam boom. Le 18 septembre 1958, la principauté d'Andorre dispose donc désormais de 2 stations de radio, Radio Andorre et Andorre Radio. Or, du choix du nom jusqu'à celui de la fréquence, et même l'imitation du logo avec la même police de caractère gothique, tout est fait pour créer la confusion et cannibaliser l'auditoire de Radio Andorre. Les Andorrans vont une nouvelle fois très mal réagir contre cette incursion force du gouvernement français. Il faudra une nouvelle fois réunir l'Assemblée Magna pour exiger que Andorre Radio ne procède qu'à des essais limités, en attendant qu'une commission soit constituée pour régler les problèmes de la radio en principauté. Alors l'Assemblée Magna exige par ailleurs que la publicité soit interdite sur la nouvelle antenne. Andorre Radio ne va donc diffuser que de la musique dans un premier temps. Pas d'infos, pas de publicité, mais la diffusion va très vite passer de 2 heures quotidiennes à 4 heures quotidiennes. L'oiseau fait son nid, tout doux, tout doucement. Marcel Amont. Un joli refrain volait dans les champs par un clair matin. J'ai cherché longtemps d'où venait la voix. J'ai cherché longtemps, elle venait de toi. Tout doux, tout doucement, comme un enchantement, là-bas, près de l'étang, c'était toi qui chantais. Vers toi je suis venu en chantant aussi, dès que tu m'as vu, tu m'as souri. Tout doux, tout doucement, comme un enchantement, et là, près de l'étang, mon cœur battait, Et depuis ce matin, nous chantons souvent, tout et là, comme au près de premier jour de cœur battait, tout doux. Radio Andorre n'a pas attendu la diffusion de la première émission de sa concurrente Andorre Radio pour réagir. Alors son vieil émetteur SFR de 1939 va être poussé à son maximum pour passer de 60 à 85 kW. Ces antennes, situées au bord du lac d'Angolaster, permettront à la station de soutenir la comparaison avec l'émetteur de 100 kW d'Andorre Radio, situé à Ancan, ainsi que son antenne d'ailleurs, donc dans la vallée, ce qui est loin d'être optimum. En 1956, le patron de Radio Andorre, Jacques Trémoulet, va signer un accord avec une station espagnole du Pays Basque, Radio San Sebastián, pour lui louer du temps d'antenne. Cette station est bien reçue sur toute la côte atlantique, difficile d'ailleurs à couvrir par les émetteurs éloignés, y compris d'ailleurs par celui de Radio Andorre. Il paraît que la forêt landaise empêche une bonne propagation des ondes.
Trémoulet va pouvoir diffuser un programme propre en français tous les jours de 12h à 13h30 et de 18h à 20h, donc pour l'époque les meilleures heures d'écoute de la radio. Il va même lui donner un nom personnalisé, celui de Radio Atlantique. Atlantique avec un C à la fin. Radio Atlantique est donc en quelque sorte une nouvelle radio périphérique française. L'idée est d'apporter aux annonceurs français une excellente couverture de Perpignan à Biarritz, et même au-delà, car l'émetteur de Radio Saint-Sébastien, qui héberge donc Radio Atlantique, est audible parfaitement sur toute la côte atlantique, la Vendée, et même dans la Bretagne Sud, que peu de radios, à part la radio d'État, arrivent à atteindre. Évidemment, la régie publicitaire du groupe Trémoulet fait une offre groupée pour les annonceurs. Ils peuvent acheter désormais une campagne publicitaire sur 3 radios francophones du groupe Trémoulet, Radio Andorre, la nouvelle Radio Atlantique et Radio Africa. Alors Radio Africa, c'est une autre radio du groupe qui diffuse des émissions depuis Tanger, au Maroc. Cette radio couvre bien tout le bassin méditerranéen et concurrent sur sa zone d'écoute Radio Monte-Carlo. L'offre publicitaire s'appelle la chaîne des 3 A, Andorre, Afrique et Atlantique. L'idée est plutôt intelligente car le cumul de 3 émetteurs de l'Atlantique à la Méditerranée permet de s'imposer face à Radio Monte-Carlo, de se comparer en termes tarifaires à Europe 1 ou Radio Luxembourg, et surtout d'essayer de tuer dans l'œuf la nouvelle concurrente Andorre Radio. Alors de son côté, la Sophie-Rad va tenter de signer des accords avec la presse locale du Grand Sud-Ouest. Elle va proposer aux grands quotidiens régionaux d'entrer dans le capital de la nouvelle radio. Alors, la Dépêche du Midi, qui avait toujours soutenu Radio Andorre en raison d'une amitié indéfectible entre les dirigeants des 2 supports de presse, va évidemment refuser cette alliance avec la Sophie-Rad et être hostile à la nouvelle Andorre Radio. Même échec pour la Sophie-Rad auprès des quotidiens L'Indépendant de Perpignan, Sud-Ouest à Bordeaux ou le Midi Libre à Montpellier. Tous les journaux régionaux refuseront de rentrer dans le capital d'Andorre Radio et lui seront plutôt hostiles, préférant continuer à soutenir Radio Andorre. Alors la première bataille contre sa nouvelle concurrente va donc être remportée par Radio Andorre. Tout temps qu'Andorre Radio est encore contrainte par les autorités andorranes à ne pas diffuser de publicité. Mais Jacques Trémoulet est bien conscient que cette guerre n'est pas finie et ne fait même que commencer. Car la Sophie-Rad n'a pas l'intention de se payer une station de radio qui n'alimente que la colonne des dépenses et ne fait aucune recette. Et elle n'oublie pas non plus son objectif premier, qui est celui de tuer Radio Andorre. Il faudra attendre les années 60 pour que la Sophie-Rad reprenne la main. Donc, ce sera l'objet d'une prochaine émission. Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. Beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea.
Behind the Sea par Bobby Darin. Quelques mots sur cette chanson. Vous avez reconnu l'air de La mer de Charles Trenet. En effet, dès 1943, donc durant l'occupation, Charles Trenet avait écrit les paroles en français de cette chanson La mer. Pour la mélodie, il avait repris vaguement celle d'une chanson américaine des années 30, Earth and Soul, mais le succès ne fut pas vraiment au rendez-vous. Ce n'est qu'en 1946, donc après la Libération, que Charles Trenet se rendit aux États-Unis et y interpréta sa chanson avec des paroles en anglais, et la mer devint Behind the Sea. Ce fut tout à coup un énorme succès, relançant la chanson en France par Charles Trenet, mais aussi par de nombreux artistes français, américains et de toute nationalité. On va même dénombrer jusqu'à 4000 interprétations de cette chanson à travers le monde. Donc celle qu'on vient d'entendre date de 1958 et elle est interprétée par Bobby Darin, chanteur de charme new-yorkais. Alors ce genre d'aller-retour entre la France et l'Amérique va se multiplier dans les années 50 et 60. De grands standards américains vont être repris en français par des interprètes français sous l'impulsion des maisons de disques qui tiennent à garder la maîtrise du territoire national. Il ne faut pas oublier aussi que, même s'il n'y a pas encore de quota de la chanson française imposée aux radios, la radio nationale, la RTF et ses stations régionales ne diffusent que de la chanson francophone. Quant aux maisons de disques, elles ne tiennent pas à promouvoir des artistes étrangers sur lesquels elles ne gagnent rien. Aussi, elles adaptent les chansons américaines en français et les font interpréter par leurs artistes maison. Ce n'est que dans les années 80, lorsque les radios libres échapperont à la mainmise des maisons de disques, que les chansons anglo-saxonnes vont véritablement envahir le territoire et entraîner une politique de quotas de chansons françaises qui s'imposera aux radios françaises à partir des années 90. Mais si les chansons américaines influenceront la variété française, certaines chansons françaises vont être traduites et interprétées aussi aux États-Unis, où elles connaîtront un grand succès. Dans les années 60, ce sera le cas par exemple d'une chanson de Claude François écrite par Jacques Revaux, comme d'habitude, qui deviendra My Way en étant interprétée par Paul Anka, puis par Frank Sinatra. Alors en 1956, c'est Loulou Gasté, un grand compositeur français, qui était par ailleurs mari de Lynn Renaud, qui va écrire la musique d'une petite chansonnette qui sera interprétée par Lynn Renaud, mais aussi par Dario Moreno. Cette chanson s'appelle « Pour toi ». Mais elle n'aura pas un véritable succès, sera vite oubliée. Jusqu'à ce qu'un artiste brésilien, du nom de Maurice Albert, la reprenne en 1974 et la transforme en « Feelings ». Dès lors, cette chanson va connaître un succès mondial, dans sa version anglaise. Des dizaines d'artistes vont l'interpréter à travers le monde, dont Frank Sinatra encore une fois, et Elvis Presley. Elle va même revenir en France dans une nouvelle adaptation et chantée par Mike Brandt en 1976 sous le titre de « Dis-lui ». Cette chanson sera d'ailleurs la dernière de Mike Brandt juste avant son décès. Mais Loulou Gasté, jugeant avoir été dépossédé de sa chanson illégalement, va intenter un procès en plagiat contre Maurice Albert, aussi bien en France qu'aux États-Unis dans les années 80. Il finira d'ailleurs par gagner ce procès et on lui reconnaîtra la paternité de cette chanson. On écoute donc la toute première version interprétée par Lynn Renaud. J'ai quitté ce que j'aimais, j'ai perdu ce qui m'aimait. Ce soir, je n'ai que toi. Sans toi, le jour ressemble à la nuit, la vie ressemble à la mort. Ce soir, écoute-moi.
garder la chaleur. Pour toi. Vers toi vont les rêves de mes nuits, vont les désirs de ma vie. Je ne vis que pour toi. De désir. Pour toi. Qui tiens ma vie dans tes mains. Oh toi, le maître de demain. Je suis prête à tout. You can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. C'était donc Pour toi, interprété par Lynn Renaud, suivi de Cry Me a River par Julie London, une chanteuse et actrice américaine. Un slow de 1955 qui fut certainement son plus grand succès et qui fut d'ailleurs interprété après elle par une bonne centaine d'artistes à travers le monde, pour ceux qui aiment le jazz et qui aiment le blues. Bon, revenons maintenant de nouveau à Radio Andorre. Alors de 1955 à 1959, si l'apparition d'une nouvelle concurrente en Andorre, initiée par l'État français, ne va pas encore changer grand-chose à sa popularité et à son leadership dans le sud-ouest de la France, Radio Andorre va devoir aussi se pencher sérieusement sur l'évolution des habitudes d'écoute des auditeurs
et aussi sur ce nouveau style de radio lancé par Europe numéro 1 dans la moitié nord de la France. Après avoir abandonné la diffusion de sessions de 1/4 d'heure de musique classée par genre, à la fin des années 40 et au début des années 50, Radio Andorre s'était largement inspiré de la programmation de Radio Luxembourg en proposant des émissions plus construites, des shows de variété, des émissions de jeux, des feuilletons. Beaucoup de ces émissions étaient d'ailleurs communes aux radios commerciales de l'époque parce que produites par des sociétés de production extérieures et diffusées donc à la fois sur les antennes de Radio Luxembourg, Radio Andorre et Radio Monte-Carlo. Ce style de radio avait été inventé dans les années 30 et 40 aux États-Unis et importé en France par le directeur artistique de Radio Luxembourg qui s'appelait Louis Merlin. Mais Louis Merlin avait quitté Radio Luxembourg en 1955 pour reprendre la direction artistique de la nouvelle Europe numéro 1. Et là, il va lancer une programmation totalement nouvelle, héritée, elle aussi, des radios américaines, mais celle des années 50, et aux antipodes de la programmation qu'il avait installée 10 ans plus tôt sur Radio Luxembourg. Alors, désormais, les feuilletons, les émissions de variété en public connaissaient une nouvelle vie sur les chaînes de télévision. Même d'ailleurs, Radio Luxembourg avait lancé en 1955 au Luxembourg une nouvelle chaîne de télévision privée, Télé Luxembourg, qu'on pouvait capter dans le nord-est de la France, au Luxembourg et en Belgique, et qui diffusait des émissions en public, des variétés, des émissions féminines, des émissions pour les enfants, et surtout beaucoup de feuilletons et de séries, souvent américaines d'ailleurs. Et il faudra encore attendre 10 ans pour que Radio Luxembourg comprenne que la radio ne pouvait plus rivaliser avec la télévision sur ce terrain et qu'il lui fallait inventer autre chose. Comme Radio Luxembourg et Radio Monte-Carlo, Radio Andorre va décider de ne pas prendre le risque de heurter et de dérouter son auditoire traditionnel, si durement conquis. Si elle va introduire de plus en plus de rock ou de yéyé dans sa programmation musicale, elle va néanmoins continuer à vouloir séduire les auditeurs qui avaient fait son succès, même si depuis 1939 ils avaient quelque peu vieilli, au moins d'une vingtaine d'années. Radio Andorre ne va donc pas suivre la révolution Europe numéro 1, mais va préférer une évolution lente et prudente de sa programmation. Nous avions fait la connaissance lors de notre précédente émission de Paul Servant, qui est nommé directeur artistique de Radio Andorre en 1955. Cet homme, jeune et talentueux, est reconnu pour son professionnalisme. Ses premières décisions en tant que directeur artistique vont être d'ouvrir la station. Ouvrir déjà au sens littéral du terme, puisqu'il va ouvrir le grand studio aux visites des touristes en Andorre. Le public va désormais pouvoir assister aux émissions en direct dans le grand studio de Radio Andorre et sur la terrasse de la station. Ouvrir aussi les coulisses de Radio Andorre en communiquant sur les visages et la personnalité de ses animateurs et de ses animatrices. Jusque-là, à part la mythique Victoria Zorzano durant la guerre, les speakers et speakerines de Radio Andorre restaient anonymes. À partir de 1955, leur visage va commencer à être immortalisé sur des cartes postales qu'ils pourront dédicacer pour les auditeurs, mais qui serviront aussi à illustrer les programmes envoyés à la presse. Afin d'être plus proche des artistes qui viennent rarement jusqu'en Andorre, il va aller vers eux en ouvrant un studio à Paris, comme d'ailleurs Radio Luxembourg et Europe 1. Ce studio est installé boulevard Haussmann. Et ce studio parisien de Radio Andorre va être animé et dirigé par un nouveau venu, Pierre Laplace. Ce sera l'intervieweur des vedettes à Paris, mais aussi l'animateur des émissions publiques réalisées à Paris de 1955 jusqu'en 1965. D'ailleurs, dès 1956, il va être rejoint par deux autres animateurs, Pierre Danlou et Yvonne Solal, qui n'était autre que la speakerine officielle du grand musical parisien, l'Olympia. Alors je vous parlerai un peu plus tard de toutes ces émissions parisiennes qui vont compléter le programme produit en Andorre. En attendant, on écoute une des vedettes de la chanson française de 1959, Sacha Distel avec Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Ooh, ah. Scooby-Dooby-Ooh, ah. Scooby-Dooby-Ooh, ah. Scooby-Dooby-Ooh. La rencontrant chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Ooh.
boire, et les Scooby-Dooby-Oo, ah, Scooby-Dooby-Oo. On a dansé toute la nuit, puis au jour, on est parti chez moi discuter de l'amour et des fruits. Comme elle se trouvait bien chez moi, aussitôt elle s'installa. Et le soir, en guise de dîner, elle me faisait manger des pommes, des poires, des Scooby-Dooby-Oo, ah, pommes, poires, et des Scooby-Dooby-Oo, ah, Scooby-Dooby-Oo. Ça ne pouvait pas durer longtemps, car les fruits, c'est comme l'amour, faut en user modérément, sinon ça joue des tours. Quand je lui dis, faut se quitter, aussitôt elle s'écria, mon pauvre ami, des types comme toi, on en trouve par milliers. Des pommes, des poires, et des Scooby-Dooby-Oo, ah, pommes, poires, et des Scooby-Dooby-Oo, ah, Scooby-Dooby-Oo. La leçon que j'en ai tirée est facile à deviner. Célibataire, vaut mieux rester plutôt que de croquer des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Oo, ah, pommes, poires et des Scooby-Dooby-Oo, ah, Scooby-Dooby-Oo, ah, Scooby-Dooby-Oo, ah, Scooby-Dooby-Oo, ah, Scooby-Dooby-Oo. Qui se souvient encore de la mode des Scooby-Doo? Alors si vous avez plus de 60 ans, vous vous en souvenez sûrement. Pour les plus jeunes, eh bien, je vous invite à taper ce nom dans Google pour en savoir plus. Mais revenons à Radio Andorre. Donc, le nouveau directeur artistique de la station, Paul Servan, avait ouvert un studio parisien avec toute une équipe pour l'animer et produire des émissions au plus près de l'actualité artistique parisienne. Cela permettait ainsi à la station de ne pas se déconnecter de la mode et de la jeunesse. Mais il ne fallait pas perdre non plus ce qui faisait la spécificité de Radio Andorre, c'est-à-dire sa double culture française et hispanique. Désormais, la présentation des émissions à deux voix, une en cassillan et l'autre en français, va se terminer. La France avait ses propres émissions et l'Espagne les siennes. À côté des grandes émissions de variété réalisées par l'équipe parisienne en public depuis Paris, il y avait aussi l'équivalent du côté espagnol. Radio Andorre enregistrait désormais des émissions publiques depuis Barcelone. Notamment chaque jeudi, une équipe d'animateurs espagnols présentait une grande émission de variété depuis une grande salle de Barcelone. L'émission s'appelait Eva. Elle était présentée par Jesus Andújar et une animatrice qui était passée sur les antennes barcelonaises de la RNE, c'est-à-dire la radio d'État espagnole, ainsi que sur celle de Radio Barcelona. Cette animatrice était Mathilde Almendros. Quant à l'équipe espagnole à Andorre-la-Vieille, elle était essentiellement constituée donc des deux speakerines, Lydia Merino et Carmen Alonso, qui étaient très médiatisées car elles étaient bilingues. Mais une voix masculine va les rejoindre, celle de Juan Francisco Torres. Ce monsieur était déjà un homme d'expérience, journaliste de la presse écrite espagnole. Il avait aussi été speaker à la Radio nationale d'Espagne. Il était correspondant en Andorre de plusieurs journaux espagnols et possédait un beau carnet d'adresses auprès des vedettes espagnoles. Il deviendra donc le responsable des programmes espagnols de la station, comme Paul Servan l'était pour les programmes français. On lui devra la venue à Andorre-la-Vieille de nombreux artistes espagnols. L'équipe espagnole sera complétée en plus par une nouvelle speakerine, Maria Pura Belderain, qui animera l'antenne de 1958 à 1965. Enfin, du côté de l'animation française, il y eut aussi quelques changements dans la seconde moitié des années 50. L'animateur Henri Marais va se marier, avoir un enfant qu'il voudra élever en France.
Il va donc quitter l'Andorre, mais aussi la station. Il ne cessera pas pour autant de faire de la radio, et même de la télévision, puisqu'il sera rédacteur en chef de la télévision régionale à Nantes, puis à Nouméa, en Outre-mer. On le retrouvera ensuite comme journaliste à RFI, c'est-à-dire Radio France Internationale, dont il deviendra aussi le rédacteur en chef. C'est Paul Servan qui embauchera son successeur, un nommé William Danjon, dit Michel Avril, à l'antenne. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse sur cet homme qui va marquer Radio Andorre, mais aussi la principauté. Je voudrais dire aussi que j'ai personnellement entretenu avec lui une longue correspondance durant de nombreuses années, jusqu'à son décès en 2014. Nous allons en reparler après ce disque de Gloria Lasso, qui était une amie proche de William Danjon. Prends ma main, car je suis étrangère ici, perdue dans le pays bleu, étrangère au paradis. Et je sais qu'en chemin, le danger dans un paradis, c'est de rencontrer un ange et qu'il vous sourit, simple mortel. Je m'émerveille, le yeux rempli d'étoiles et de fraîcheur, comme une enfant qui se réveille. Je t'ai trouvé, alors je n'ai plus peur. Ne laisse surtout pas ma main au bel ange qui me conduit. Déjà je me sens bien moins étrangère au paradis. Et si tu veux bien de moi, l'étranger dans ton paradis, alors nous irons, je crois, plus loin que la vie. C'était Gloria Lasso, l'étrangère au paradis. Comme je vous l'avais dit juste avant ce disque, Gloria Lasso, qui avait eu une carrière lancée grâce au patron de Radio Andorre, Jacques Trémoulet, fut aussi une proche de William Danjon, connu des auditeurs de Radio Andorre sous le pseudo de Michel Avril. Alors, William Danjon était né à Paris en 1924 d'un père français et d'une mère américaine qui lui donnèrent une éducation ouverte sur le monde. Homme d'une grande culture, polyglotte, passionné d'art, il va passer une partie de sa jeunesse dans les pays scandinaves et en particulier au Danemark où il suivra des études de journalisme. C'est lors d'une conférence donnée par la religion Baha'i à Stockholm que son chemin spirituel va se dessiner. Alors, cette religion cherchait des missionnaires pour implanter des communautés Baha'i dans les pays où elle n'en possédait pas. Et parmi ces pays, eh bien, il y avait l'Andorre. Alors, peu de points communs entre l'Andorre et la Scandinavie, à part peut-être la rudesse du climat et la neige. William Danjon est donc volontaire pour s'installer en Andorre. Il n'y connaît personne, mais il a un sens du contact inné et surtout une grande facilité à créer des réseaux autour de lui. Afin de s'assurer un revenu stable, il hésite entre les deux grandes entreprises qui émergent en Andorre en 1954. C'est la FASA, qui fournit l'électricité à la principauté, et Radio Andorre, qui jouit, elle, d'une popularité mondiale. En octobre 1953, il se présente à la FASA, grâce à une relation de Barcelone qui va l'introduire auprès de l'entreprise.
Mais il ne se sent pas vraiment d'affinité particulière avec ce monde industriel, et il est tout de suite attiré par Radio Andorre, qui pourrait combler sa passion artistique, à défaut de sa formation de journaliste, puisque la station ne diffuse aucune information. Il va rencontrer le directeur de l'époque, qui s'appelle Georges Dahlquist, et qui est simplement le représentant de Jacques Trémoulet en Andorre, mais c'est surtout sa rencontre avec Paul Servan qui va être déterminante. Paul Servan cherche justement un remplaçant à Henri Marais, qui vient juste de quitter la station. Les deux hommes se découvrent très vite beaucoup d'affinités, et William Dangean est assez impressionné par le professionnalisme et l'inventivité du directeur artistique de l'époque. Il est donc embauché comme speaker le 15 juillet 1955, à l'âge de 31 ans. Très vite, Paul Servan va le former, lui prodiguer conseils pour ce métier qu'il ne connaît pas encore. Et comme tout ce qu'il entreprend, William Dangean va exceller dans ce métier de speaker. Il va très vite avoir la réputation de l'homme qui ne bafouille jamais. Jamais la moindre hésitation sur un texte, une élocution impeccable, une voix posée et radiophonique, et surtout une grande culture qui lui apportera toute la crédibilité que ne pouvaient pas avoir de jeunes ados que la station embauchait parfois pour animer l'antenne. En effet, William Dangean, qui choisit le pseudo de Michel Avril à l'antenne, va être une des grandes voix de Radio Andorre de 1955 à 1963, lorsqu'il quittera la station. Il va s'intégrer tout de suite à l'équipe en place et partager l'antenne avec les speakerines Lydia Merino, Carmen Del Monte et Maria Pora Balderein. Bien que très amical et abordable, sa personnalité forte et sa grande culture vont toujours susciter une aura de respect et d'admiration de la part de ses collègues. Très discret sur sa vie privée, sur laquelle il ne se confiait que très peu, il ne profita pas non plus de sa position au micro pour diffuser ses idées religieuses qu'il réservait à sa sphère privée. Mais il fut par ailleurs très actif pour constituer une solide communauté bahaï en Andorre. William Dangean va former à son tour de nombreux speakers animateurs à Radio Andorre. Il va rencontrer à plusieurs reprises Jacques Trémoulet, le patron de Radio Andorre, lors de ses rares passages en Andorre, et lui vouer une grande admiration, car là aussi, le personnage était exceptionnel, et son parcours, même s'il avait été sérieusement enrayé à la libération de la France, avait toujours su saisir les opportunités et rebondir sans jamais décliner. En 1963, appelé par les autorités andorranes à devenir le secrétaire du syndicat d'initiative de la Principauté, il quittera Radio Andorre, mais gardera toujours le contact avec ses dirigeants et des liens amicaux avec ses animateurs. Là encore, il va exceller à la promotion de la Principauté et être un des acteurs de la venue du Tour de France en Andorre en 1964. Pour le remercier de son efficacité, la Principauté le nommera directeur de la Maison de l'Andorre à Paris, rue Saint-Honoré, toujours chargé de la promotion touristique de l'Andorre. Si Paris était une ville qui lui offrait un environnement plus propice à l'expression de sa personnalité, il va néanmoins décider de revenir en Andorre en 1975. Son mentor, Jacques Trémoulet, vient de décéder. Il considère qu'aujourd'hui, il peut donc, sans le trahir, accepter d'être embauché par Sud Radio, l'ex-Andorre Radio dont on parlait tout à l'heure, qui deviendra entre les deux Radio des Vallées. Cette fois, c'est comme journaliste qu'il y poursuivra sa carrière jusqu'à l'expulsion de Sud Radio de l'Andorre en 1981. Alors, ne souhaitant pas suivre Sud Radio à Toulouse, il va s'offrir ce qu'on appelle aujourd'hui un petit break dans sa vie, en retournant en Scandinavie et en introduisant cette fois la religion bahaï aux îles Féroé. Mais il avait gardé le virus de l'Andorre et il y revient en 1983 où il va travailler pour le ministère de l'Éducation et de la Culture qu'il ne quittera jamais à vrai dire, même si ses activités et sa passion pour le journalisme vont l'appeler aussi à la rédaction du journal Diari d'Andorra dont il animera la rubrique culturelle jusqu'à son décès en février 2014 à l'âge de 89 ans. Il y écrira en catalan, langue apprise en Andorre,
même si à Radio Andorre, dans les années 50 et 60, les seules langues autorisées, je vous le répète, étaient le français et le castillan. Alors c'est en 2007, en 2007 que j'ai eu mon premier contact via un email avec William Danjon. Alors sans explication rationnelle, ce fut tout de suite une relation très transparente et très amicale qui s'est instaurée. De 2007 jusqu'à 2014, ce furent plus de 7 ans d'échanges quasi hebdomadaires, sinon quotidiens entre nous, avec toujours en ligne directrice l'histoire de Radio Andorre qui le passionnait comme moi. William mettait toujours un point d'honneur à produire à chaque email ou à chaque lettre un véritable récit littéraire, mêlant les références culturelles et un humour qui n'appartenait qu'à lui. C'était un vrai plaisir de découvrir à chaque fois ces lettres et ces emails. Et d'ailleurs, si je publiais demain l'ensemble des textes qu'il m'a envoyés, je crois qu'il y aurait de quoi boucler en toute certitude un gros livre. Son dernier message date du 7 janvier 2014 et je n'ai pas réussi à cette époque à déceler entre les lignes qu'il avait choisi que 2014 serait sa dernière année sur cette terre. Affaibli par l'âge et par la maladie, il a préféré quitter notre monde, la tête haute et l'esprit clair. Je lui dédie cette émission. Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. La 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. C'est leurs chansons qui rendent gais, qui rendent tristes, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds. L'histoire racontée de Radio Andorre par Jean-Marc Prince. Cela fait un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble pour évoquer l'histoire de Radio Andorre de 1955 à 1959. Pour information, vous trouverez sur Mixcloud et sur YouTube les podcasts précédents de cette émission qui évoquent les années ultérieures, donc depuis 1939. De 5 ans en 5 ans, ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette radio, c'est qu'il y a toujours des événements et des rebondissements à évoquer. Entre son histoire plutôt compliquée avec le gouvernement français, qui n'a jamais cessé de vouloir la réduire au silence, et les fortes personnalités qui sont passées devant son micro,
Radio Andorre a accompagné le quotidien des Andorrans, mais aussi de nombreux Français, de nombreux Espagnols, et même bien au-delà, sur plusieurs générations. Elle gardait d'ailleurs toujours un lien permanent avec ses auditeurs à travers un courrier impressionnant envoyé à la station. À tel point qu'elle dut embaucher dans les années 50 toute une équipe de secrétaires chargée de dépouiller le courrier et de faire une réponse personnalisée à chaque auditeur. Je peux d'ailleurs en témoigner car dans les années 70, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'écrire à Radio Andorre pour avoir des éléments par exemple sur son histoire, et je dois dire qu'à chaque fois, j'avais eu une réponse détaillée, précise et personnalisée. Alors aujourd'hui, évidemment, tout cela ne serait plus possible. Essayez d'écrire seulement à une radio. Si vous avez la chance d'avoir une réponse via email, c'est souvent un email automatique que vous obtiendrez avec une jolie formule de politesse, mais aucune réponse à votre question, bien évidemment. Alors rendons aussi hommage à tout ce personnel administratif qui servit d'intermédiaire entre la station et son auditoire, mais qui joua aussi un rôle précieux en interne, car celle qu'on pouvait appeler péjorativement les petites mains, furent un rouage essentiel pour relier les jeunes animateurs, souvent un peu bohèmes, voire même parfois un peu farfelus, les techniciens qui appartenaient eux au monde de la rigueur technique, qui ne souffrent d'aucune fantaisie, et la direction de la station qui devait mener ce bateau dans une mer souvent agitée, qui aurait saisi la première occasion pour mener tout le monde par le fond. Dans les années 50, le pool de secrétaires s'est considérablement enrichi. Rappelons juste quelques noms, juste pour leur rendre hommage: Carmen Tinas, Mercedes Puigcercos, Maria Rossell, Anna Dolad, Claude Codina, Juana Tellez, Lydia Elorza ou Carmen Ruiz, embauchée en 59 et qui fut secrétaire de direction d'Andorre la Vieille jusqu'à Barcelone, et avec qui je suis toujours en contact à l'heure où je vous parle. Donc je la salue, car je sais qu'elle suit cette émission. Du côté des opérateurs du son, il n'y a pas eu de changement majeur en cette fin des années 50. Joseph Maspons, dont nous avons longuement parlé lors d'une émission précédente, Agustin Pifaré, lui aussi amoureux de sa station, ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs d'avoir un œil parfois critique. André Coy, qui reste à la station jusqu'à la fin en 1981. Il y avait aussi à l'époque un monsieur Blanco comme opérateur du son. Quant à l'émetteur, à Caen, eh bien c'est toujours Lucien Kielmayer qui dirigeait son équipe de techniciens, avec Paul Cousse, dit Papa Cousse, le chef de poste, et Firmi Maleux, son assistant, ainsi que le papa de Josep Maspons, Josep Maspaltmidjavila. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Ah si, il y avait aussi un responsable de la discothèque. Bah oui, c'est quand même important, et heureusement qu'il était là, parce qu'aujourd'hui, on a quand même hérité d'une magnifique discothèque. C'était un nommé Amadeo Rossel. Bon, si vous avez travaillé à Radio Andorre dans les années 50 et que je ne vous ai pas cité, surtout n'hésitez pas à me contacter, que je répare cette injustice. Together tonight. I got some money in my jeans and I'm really gonna spend it right. Well, I've been doing my homework all the week long, and now the house is empty and my folks are gone. Woo, come on everybody. Oh well, my baby's number one, but I'm gonna dance with 3 or 4. And the house will be a-shaking from the bare feet a-slapping on the floor. Well, when you hear the music, you just can't sit still. If your brother won't rock, then your sister will. Woo, come on everybody. I'm afraid they're gonna have my eyes. There'll be no more movies
this for a week or two. No more running around with the usual crew. Who cares? Come on, everybody. Come on, everybody. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Rock, rock, rock. Sad sack was sitting on a block of stone, way over in the corner weeping all alone. The warden said, hey buddy, don't you be no square. If you can't find a partner, use a wooden chair. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Shifty Henry said the bugs for heaven's sake. No one's looking out a chance to make a break. Bugsy turned to Shifty and he said, Nix, Nix, I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. 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 Dancing to the C'était Elvis Presley avec Jailhouse Rock et avant Eddie Cochran avec Come On Everybody. On a déjà passé pas mal de rock durant cette émission. Il faut bien avouer que cette musique va marquer une rupture nette dans les années 50 avec une jeunesse qui commence à s'émanciper sérieusement et surtout à renier la musique de ses parents. Les radios françaises, y compris d'ailleurs la plus jeune d'entre elles, Europe numéro 1, vont accorder encore une place bien modeste à cette musique. Radio Andorre va néanmoins consacrer une émission dédiée à ce style de musique dans les années 50 qui s'intitule « Les rois du rock and roll ». Alors je voudrais maintenant vous faire écouter un dernier morceau de rock. Il s'agit d'un disque de rock français et mieux encore de rock toulousain. Le batteur de jazz toulousain, Jean-Baptiste Reyes, sous son pseudo Macaque, c'est là qu'il faut rire, a monté en 1956 ce qui fut, d'après certains historiens, le premier groupe de rock français. Voici donc un des sommets du rock français, je vais m'en jeter un derrière la cravate. Je vais m'acheter un derrière la cravate, je vais m'acheter un derrière la cravate, whisky gin, ou alcool de patate, whisky gin, ou alcool de patate, j'aime mieux ça que de me casser une patte, je vais m'acheter un derrière la cravate, je vais m'acheter un derrière la cravate, je vais m'acheter un derrière la cravate, whisky gin, ou alcool de patate, whisky gin, ou alcool de patate, j'aime mieux ça que de me casser une patte, je vais m'acheter un derrière la cravate. M'acheter un derrière la cravate, je vais m'acheter un derrière la cravate, whisky, gin ou
alcool de banane, whisky, gin, ou alcool de banane, j'aime mieux ça que de me casser une patte, je vais m'enjeter, un derrière la cravate, je vais m'enjeter, un derrière la cravate, je vais m'enjeter, un derrière la cravate, whisky, gin, ou alcool de banane, whisky, gin, ou alcool de banane, j'aime mieux ça que de me casser une patte, je vais m'enjeter, un derrière la cravate, un derrière la cravate, je vais m'acheter un derrière la cravate, whisky, gin, ou alcool de banane, whisky, gin, ou alcool de banane, j'aime mieux ça que de me casser une batte, je vais m'acheter un derrière la cravate, je vais m'acheter un derrière la cravate, je vais m'acheter un derrière la cravate, whisky, gin, ou alcool de banane, whisky, gin, ou alcool de banane, j'aime mieux ça que de me casser une batte, je vais m'acheter un derrière la cravate. Je vais m'acheter un derrière la cravate, whisky, gin ou alcool de patate, j'aime mieux ça que de me casser une patte. Alors derrière la teneur hautement littéraire des paroles de cette chanson, on sent quand même la transition du jazz vers le rock dans ce morceau. Alors parlons donc un petit peu de jazz. À Europe numéro 1, l'émission la plus populaire de la station s'appelle Pour ceux qui aiment le jazz. Elle est lancée en 1955, en même temps que la station, par Daniel Philippaki et Frank Teno. Quant à Radio Andorre, le jazz va aussi être un peu plus présent à l'antenne. En 1958, la station va élargir ses horaires de diffusion, passant de 12 heures par jour à 14 heures par jour, et désormais, elle inaugure une nouvelle session, donc de 7 heures du matin à 9 heures. Mais, comme elle ne diffuse pas d'informations, l'antenne de Radio Andorre va s'ouvrir chaque jour avec une émission dédiée au jazz qui s'appelle Jazz Matin. 2 autres émissions seront consacrées au jazz, Jazz Session, tous les jeudis à 22h30 et Andorre Jazz, diffusé de manière, disons, plutôt irrégulière. Si la scène rock toulousaine des années 50 se limite à peu près à l'orchestre qu'on a entendu, c'est-à-dire celui de Macaque, la scène jazz y est par contre très développée, et ce depuis les années 30. De nombreuses formations se produisaient dans les cafés-concerts toulousains, et en particulier au Café des Américains, que tout le monde connaît, à Toulouse. Hugues Panassier avait créé le premier Hot Club de province dès 1936. C'était donc évidemment le Hot Club de Toulouse, qui se produisait déjà sur Radio Toulouse. Et dans les années 50, on ne compte plus les musiciens de jazz toulousains, tant ils sont nombreux. Idem d'ailleurs pour les caves de jazz, il y en avait quelques-unes dans la Ville Rose, qui rivalisaient presque avec celles de Paris. Mais pour moi qui ne suis pas toulousain, oui, personne n'est parfait. Celui qui personnifie le mieux le jazz à Toulouse, c'est Claude Nougaro. Et en 1958, Claude Nougaro sort son tout premier disque, Il y avait une ville. Que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruits. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mer. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher, et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange
d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant, et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. Qu'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence a hurlé à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux, une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mer. Mon Dieu, faites que ce soir, un mauvais rêve, réveillez-moi, 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 réveillez-moi. Claude Nougaro, il y avait une ville. Ouais, c'était son premier disque. On sent que l'artiste se cherche encore, mais il ne va pas tarder à se trouver. Et dans les années 60, il va nous offrir un feu d'artifice de succès et de chansons immortelles. On aura donc l'occasion de l'entendre encore dans la prochaine émission qui abordera donc les années 60. Revenons maintenant à notre programmation musicale à Radio Andorre à la fin des années 50. Il faut bien reconnaître que la valse, la java et l'accordéon musette restent encore la musique dominante à l'antenne. Les auditeurs en demandent et en redemandent, notamment dans les émissions de dédicaces qui leur sont réservées depuis les tout débuts de la station et qui s'appellent désormais le programme à la carte tous les midis, le concert des auditeurs tous les soirs, sans compter l'émission équivalente pour l'Espagne qui s'appelle Música a su gusto. Mais de nombreuses émissions sont réservées à ce style de musique, comme Rouba de Musette, le roman de l'accordéon ou le quart d'heure de Maurice Saint-Paul. Maurice Saint-Paul et son orchestre était l'orchestre musette le plus célèbre de la région toulousaine. Il fut en quelque sorte l'orchestre officiel de Radio Andorre. Il sortit même des 45 tours où il mentionnait dessus Maurice Saint-Paul et son orchestre de Radio Andorre. On peut dire qu'il n'y avait pas une seule journée où on ne l'entendait pas sur Radio Andorre. Et avant Radio Andorre, il avait été la vedette déjà de Radio Toulouse, avant-guerre. Il était non seulement accordéoniste et chef d'orchestre, mais aussi compositeur. Et à partir de 1955, Maurice Saint-Paul aura aussi une émission hebdomadaire le dimanche, où il recevra des invités, mais toujours autour du thème de l'accordéon. Maurice Saint-Paul and Me Tierra.
Après Maurice Saint-Paul, vous avez entendu l'accordéon d'Yvette Horner sur une chanson composée par Maurice Saint-Paul, justement, et par Jean Gaston. C'était Xardas d'amour. Yvette Horner était aussi une artiste très présente à Radio Andorre. Mais Radio Andorre, c'était aussi les émissions en castillan. La station eut l'occasion d'accueillir régulièrement des vedettes de la chanson espagnole dans ses studios. Les auditeurs espagnols pouvaient aussi demander des dédicaces dans l'émission du soir Musica a su gusto. Et dans les années 50, une chanteuse espagnole était très populaire auprès des auditeurs de la station, c'était Estrellita de Palma. Si elle était née à Palma de Mallorca, comme son nom l'indique, c'est surtout en Catalogne et à Barcelone en particulier qu'elle était la plus populaire. Elle fit également des tournées en Amérique du Sud. Alors à Radio Andorre, en 1957, elle fit la une du magazine papier de la station. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous parler de cette revue lancée dans les années 50 et qui s'appelait La Voz de Radio Andorra. Alors je vous en parlerai juste après. Revenons à Estrellita de Palma. Elle interprétait essentiellement du flamenco, mais fut aussi internationalement connue à travers son grand succès, Manolo de Mis Amores, qui était un pasodoble. Entre notas de guitarra, de canción y castañuela, ante el nombre de un gran mazo, que de boca en boca vuela. Valiente con los hombres, con las damas se sentir, y prendida de su capa lleva la gracia chulapa de los hijos de Madrid. Falta tu querer, con honda pena, muy pronto me moriré, muy pronto moriré. Manolo mío, Manolo de mi amor, sin tu cariño no quiero yo ni flores. Manolo de mis amores, Manolo de mi querer. De broma o vera, por amor o pasatiempo, hoy mi casa ronda el hombre que robó mi pensamiento, un repique de campana, son sus pasos para mí, y la noche pasa en vela como muda centinela cuando no puede venir. Manolo mía, Manolo de mi amor, tú eres mi vida, mi dicha y mi dolor. Manolo mío, si me falta tu querer, con honda pena, muy pronto me moriré, muy pronto moriré. Manolo mío, Manolo de mi amor, sin tu cariño no quiero yo ni flores. Manolo de mis amores, Manolo de mi querer. Je vous disais donc, avant ce disque de Estrellita de Palma, que j'avais oublié de vous parler de la revue papier de Radio Andorre des années 50. Effectivement, c'était une initiative de Paul Servant, le dynamique directeur artistique de la station, et Paul Servant avait noté que Radio Luxembourg avait créé un club d'auditeurs qui s'appelait les Amis de Radio Luxembourg. Alors ce club était une sorte de communauté d'auditeurs pour laquelle la station organisait des sorties, des visites de la radio, des rencontres avec les animateurs lors des émissions publiques. Elle avait aussi créé une petite revue mensuelle qui était le journal papier des Amis de Radio Luxembourg. Alors Paul Servant fit de même pour Radio Andorre. Il créa un club d'auditeurs appelé Clara pour
Club Amigos de Radio Andorra, et en effet, dans un premier temps, il allait surtout concerner les auditeurs espagnols de la station. Et pour relier les auditeurs à la station, il lança donc une petite revue mensuelle en papier, appelée La Voz de Radio Andorra, c'est-à-dire La Voix de Radio Andorre. Cette revue était en relation en fait avec la régie publicitaire de la station à Barcelone. Alors ce petit journal de 16 pages, publié tous les mois, proposait des photos de la station, avec ses animatrices et ses animateurs, des informations sur les coulisses de Radio Andorre, des interviews des grandes vedettes espagnoles de l'époque. Mais c'était rédigé en castillan. Paul Servan en était le rédacteur en chef, le speaker espagnol, Juan Francisco Torres, y rédigeait les articles. La revue proposait aussi une tribune libre réservée aux auditeurs et des publicités pour des commerçants andorrans ou barcelonais, souvent déjà présents d'ailleurs à l'antenne en version sonore. Cette revue était envoyée à tous les adhérents de Clara, qui bénéficiaient aussi d'autres avantages, comme un accueil régulier à la station pour une visite des studios, et une présence durant les émissions, un accès prioritaire aux disques dédicacés notamment. Elle permettait aussi aux adhérents de pouvoir assister aux émissions publiques de la station à Andorre-la-Vieille ou à Barcelone. Enfin, de nombreux événements étaient organisés par les délégués locaux sur toute la zone d'écoute de la station, enfin, au moins du côté espagnol et andorran. À partir de 61, elle sera d'ailleurs rédigée en français. Alors, la station créa également, comme l'avait fait Radio Luxembourg, une petite épinglette ou un insigne métallique si vous préférez. Ça ne s'appelait pas encore un pins, voilà, pour mettre au revers donc de son veston. Et puis, elle créait aussi un petit fanion triangulaire en tissu aux couleurs de Radio Andorre. C'était à la mode à l'époque. Voilà, on pouvait l'accrocher comme ça à l'antenne de sa voiture. La mode n'était pas vraiment encore aux autocollants. On doit aussi à Paul Servan la mise en place donc d'outils promotionnels pour créer une communauté d'auditeurs qui deviennent ainsi eux-mêmes des vecteurs de promotion de la station. Et avec ce petit journal papier, c'est coup double, puisqu'il peut aussi servir aux annonceurs pour leur publicité. Et en quelques années, Clara va rassembler plus de 30 000 adhérents. Alors je suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y a encore d'anciens adhérents de Clara. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous manifester sur nos réseaux sociaux ou sur YouTube. Et si vous possédez encore d'anciens exemplaires de la revue La Voz de Radio Andorra, sachez que je suis intéressé. J'en ai rassemblé une petite quinzaine, donc il m'en manque encore beaucoup. Revenons, si vous voulez bien, maintenant au programme musical de la station. Je vais vous faire maintenant écouter un disque assez insolite. Il est interprété par un duettiste français, Patrice et Mario, que je vous avais déjà présenté lors de la précédente émission. Alors ce qui est particulier à ce disque, c'est qu'il parle de la principauté d'Andorre, et c'est assez rare pour être signalé. D'ailleurs, à vrai dire, je n'ai jamais trouvé aucun autre disque interprété en français qui parle de l'Andorre. Alors, il évoque un métier disparu aujourd'hui, mais qui était très répandu dans l'Andorre d'avant les années 50, celui de muletier. Comme son nom l'indique, le muletier conduisait des mulets, et ces mulets transportaient des marchandises de toute nature. Le muletier pouvait ainsi livrer ses marchandises aux fermes isolées et franchir les chemins escarpés de la montagne pyrénéenne, là où les voitures et même les chevaux ne pouvaient pas passer. Alors ce disque date de 1955, on écoute Le Muletier d'Andorre par Patrice et Mario. Dans les Pyrénées, la ville déjà s'éveille au matin qui chante. Près du muletier, la mule tout bas, ronchonne en montant la sente. Quand une belle guette au seuil de sa maison. Compagnon, que fais-tu donc? Mon ami muletier, en grimpant le sentier, ne vois-tu que les pieds de ta mule? Se peut-il qu'à 20 ans, on oublie si longtemps que l'amour est la fleur du printemps? La la, cette fille aux jolis yeux que voilà. La la, je t'en prie, regarde-la. Par les monts, par les champs, tu vas sans savoir pourquoi. Si tu dors en marchant, muletier, réveille-toi.
Un beau jour qu'il pleut des fleurs d'églantier, la mule soudain s'arrête. Devant l'air furieux du pauvre routier, la belle approuvant la bête. Bah, dit la mule, ne comprends-tu pas, voyons. Compagnon, que j'ai raison. Mon ami muletier, ne crie pas par pitié, rien n'est plus entêté qu'une mule. Il faut bien, tu le vois, s'arrêter une fois pour trouver le bonheur devant soi. La la, prends plutôt la jolie main que voilà. La la, prends la vite et garde-la. Nous ferons le chemin bien plus vite tous les trois, ton amour par la main et ta mule devant toi. C'était pas charmant tout ça? Alors c'était Le Muletier d'Andorre par Patrice et Mario. Et puis se faire livrer par une mule et son muletier, c'était sûrement plus poétique que de se faire livrer par un drone d'Amazon. Bon, à condition évidemment que la mule ne soit pas trop têtue et capricieuse. Alors je voudrais maintenant vous parler d'une vedette qui va devenir très vite la nouvelle mascotte de Radio Andorre et concurrencer sérieusement Gloria Lasso. C'est Dalida. Concurrente de Gloria Lasso, car le répertoire, disons, teinté d'exotisme latin, caractérise bien les deux chanteuses. Alors, toutes les deux sont d'origine modeste, et si Gloria Lasso était née en Espagne, Dalida était d'origine italienne, mais née en Égypte. On se souvient que Gloria Lasso avait été découverte par le patron de Radio Andorre, Jacques Trémoulet, dans un cabaret de Madrid, et il lui avait permis de se faire connaître en France en la diffusant tous les jours sur les ondes de Radio Andorre. Alors pour Dalida, ce fut le directeur artistique d'Europe numéro 1, qui s'appelait Lucien Maurice, qui va lancer la chanteuse et matraquer ses disques à l'antenne d'Europe 1. Mais on ne capte pas Europe 1 dans le sud de la France, et c'est donc Radio Andorre qui va faire connaître l'artiste aux auditeurs du sud. En octobre 1956, le premier grand succès de Dalida, c'est Bambino. Et à partir de là, les succès ne vont jamais cesser de s'enchaîner, et les rythmes latins et langoureux vont peu à peu laisser place au yéyé, ce nouveau genre musical qui sera lancé au début des années 60. Alors c'est l'histoire d'amour de Dalida avec Europe 1, et surtout avec son directeur artistique Lucien Maurice, va être déterminante pour la carrière de l'artiste. La chanteuse va aussi marquer un attachement particulier à Radio Andorre. Elle répondra toujours présente à toutes les demandes d'interview de la station et sera une des rares artistes françaises à faire le déplacement en principauté d'Andorre pour y faire des directs. Elle sera d'ailleurs la vedette d'honneur de la station en 1964 lorsque Radio Andorre va organiser une grande fête dans les jardins de l'émetteur à Ancan pour le passage du Tour de France en Andorre. Et je vous invite aussi à écouter sur ma chaîne YouTube l'émission Carte blanche à Dalida de près de 3 heures que l'artiste a présentée entièrement au micro de Radio Andorre dans les années 70. Mais nous sommes pour le moment en 1956 et on écoute Bambino. Ne pleure pas, bambino. Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que
que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur de cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça qui dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants. Et tu as toute la vie pour souffrir comme elle est grande. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. La musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. E canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman. Les mamans, c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. Pleure un bon coup et ton chagrin Nous allons quitter une nouvelle fois l'Andorre pour le studio parisien de Radio Andorre. Je vous avais dit tout à l'heure que Paul Servan, le directeur artistique de la station, avait eu l'idée de créer un studio à Paris afin d'être au plus près des vedettes de la chanson française. Et toute une équipe avait été engagée à Paris afin d'y effectuer des reportages, des interviews, mais aussi y animer des émissions publiques. Et c'est en décembre 1956 qu'elle lance l'émission Le Grand Jeu de Radio Andorre, qui est diffusée tous les dimanches soirs à 20h30. L'émission n'est pas diffusée en direct, mais enregistrée sur bande magnétique qui sont envoyées en Andorre par la route pour y être diffusées. Malheureusement, nous n'avons jamais retrouvé aucune archive sonore de cette émission. Bon, peut-être pour un jour ou l'autre, qui sait. Dans un premier temps, c'est l'animateur Pierre Danlou qui va animer cette émission. Les premières vedettes qui vont être invitées au micro de Radio Andorre sont Annie Cordy et Henri Salvador. L'émission a une durée d'une demi-heure et son principe consiste à lancer une nouvelle vedette patronnée par un artiste chevronné. À partir de 1959, c'est le jeune Pierre Laplace qui animera le grand jeu de Radio Andorre. Alors avec toutes ces initiatives, Radio Andorre est ainsi parée pour combattre sa nouvelle concurrente qui commence ses émissions en Andorre, Andorre Radio. Malheureusement, des nuages imprévus vont commencer à s'amonceler sur l'horizon de Radio Andorre à la fin des années 50, et les années 1958 et 1959 vont générer quelques craintes nouvelles. Nous allons en parler juste après deux disques qui vont être d'immenses succès. Vous allez entendre Jacques Brel avec « Quand on n'a que l'amour » en 1959, mais avant Édith Piaf en 1958 avec « Mon manège à moi ». Enfin, bon, son manège à elle, pas à moi. Bon, enfin, vous m'avez compris. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble nous deux. Quelle vie on a tous les deux
Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les plans-plans de la fête, et la terre n'y est pour rien. Oh oui, parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre. Ma parole, y a qu'elle sur terre, y a qu'elle pour faire tant de mystères, mais pour nous y a pas de problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même, car tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça, la terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ça ne tournerait pas plus que ça, la terre n'est pas assez ronde, mon manège à moi c'est toi. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Alors comme je vous le disais, les années 1958 et 1959 vont voir quelques nuages s'amonceler dans le ciel de Radio Andorre. Alors le premier était attendu, c'était donc le lancement de la radio concurrente Andorre Radio que la Sophie-Rad a créée dans l'unique but de tuer Radio Andorre. Mais pour le moment, Radio Andorre a su réagir et son soutien des Andorrans lui a permis de mettre de sérieux bâtons dans les roues à Andorre Radio. Ceci dit, si la première bataille a été remportée par Radio Andorre, elle n'a pas encore gagné la guerre.
Mais un second événement, beaucoup moins prévisible, va aussi troubler et compromettre le développement de Radio Andorre. Dans cette période délicate, où la station devait renouveler ses programmes afin de répondre à ce nouveau style de radio lancé par Europe numéro 1, le directeur artistique de Radio Andorre, Paul Servan, va décéder brutalement. En effet, en 1957, il découvre qu'il a un cancer. Jacques Trémoulet, qui a toujours été attentionné auprès de ses fidèles collaborateurs, va lui permettre d'être soigné à Barcelone par un des meilleurs professeurs au monde, le professeur Puigvert. Mais en 1958, c'est malheureusement la rechute et Paul Servan va décéder le 2 août 1958. Selon ses volontés d'ailleurs, il sera enterré en principauté d'Andorre. Alors, sa disparition brutale va être un véritable traumatisme dans la jeune équipe de Radio Andorre, où il était estimé de tous. Celle qui fut sa nouvelle compagne, la speakerine Carmen Del Monte, va être tellement affectée qu'elle ne désirera plus poursuivre sa carrière en Andorre. Jacques Trémoulet va la faire descendre à Madrid, où il lui permettra de reprendre une carrière de speakerine dans une de ses radios, puis à la Radio Nationale d'Espagne, où elle aura une brillante destinée. Mais l'équipe de Radio Andorre est brutalement décapitée. Le directeur de la station, qui est Georges Dahlquist, dont nous avons déjà parlé, avait été nommé à la station par Jacques Trémoulet pour service rendu en attendant sa retraite. Mais il n'a qu'un rôle de représentation et de direction administrative, on va dire. La programmation radiophonique ne l'intéresse pas et il reconnaît lui-même n'avoir aucune compétence dans ce domaine. D'ailleurs, sa surdité l'empêche même de pouvoir écouter la radio. Alors provisoirement, c'est l'ingénieur et directeur technique à Ancamp, qui est Lucien Kuhlmeier, qui va relayer les ordres de Jacques Trémoulet auprès de l'équipe d'animateurs. Car Jacques Trémoulet, depuis Madrid, est tous les jours à l'écoute de la station, et il fait part de ses remarques à Kuhlmeier par courrier, qu'il signe d'ailleurs Monsieur T. Rien ne lui échappe, un blanc à l'antenne, un disque lancé à la mauvaise vitesse, un bavardage superflu. C'est tout de suite un courrier à Kuhlmeier qui s'empresse de diffuser une note de service auprès des intéressés. Vous trouverez d'ailleurs sur mon site akiradioandorra.com des archives des notes de service de Lucien Kuhlmeier à cette époque. Mais tout cela ne compense pas l'absence d'un directeur artistique qui doit avoir aussi une vision stratégique à long terme et à moyen terme. Malheureusement, les ennuis imprévus ne vont pas s'arrêter là. Et en 1959, d'autres mauvaises surprises vont poindre à l'horizon. On en reparle juste après ce disque. Si toi aussi tu m'abandonnes, ô mon unique amour, toi, nul ne pourra plus jamais rien, non rien, rien pour moi. Si tu me quittes, plus personne ne comprendra mon désarroi, et je garderai ma souffrance dans un silence sans espérance, puisque ton cœur ne sera plus là. C'est la cruelle incertitude qui vient hanter ma solitude. Que deviendrais-je dans la vie si tu me fuis? J'ai tant besoin de ta présence, tu restes ma dernière chance. Si tu t'en vas, j'aurai trop peur, peur de ne plus vivre une heure. Si toi aussi tu m'abandonnes, il ne me restera plus rien au monde et plus personne qui me comprenne, qui me soutienne ou qui me donne simplement la main. Attends, 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 demain. John Williams, si toi aussi tu m'abandonnes. 1959 va être une année noire pour Radio Andorre, enfin, surtout pour le groupe Trémoulet. On avait vu que Jacques Trémoulet avait créé une nouvelle radio périphérique en Espagne en 1956 et qui émettait en français vers la France, c'était donc Radio Atlantique.
Mais il s'avère que c'est un échec commercial. Au bout de 3 ans, la station n'a pas réussi à attirer suffisamment d'annonceurs et les relations avec la radio espagnole qui l'héberge à San Sébastien se dégradent. Les pertes financières s'accumulent et Jacques Trémoulet décide donc de fermer Radio Atlantique pour 1960. Enfin, troisième difficulté qui se pointe en 1959, et elle vient du Maroc. En effet, la grande station méditerranéenne que Trémoulet avait créée en 1949 à Tanger, Radio Africa, est menacée dans son existence par les autorités marocaines. En 1959, le Maroc retrouve sa pleine souveraineté et décide que toutes les stations privées étrangères qui émettent sur son territoire devront soit être nationalisées, soit arrêter définitivement leurs activités au 31 décembre 1959. Jacques Trémoulet, qui avait toujours échappé à toutes les nationalisations de ses radios, décide d'arrêter définitivement Radio Africa au 31 décembre 1959. Mais jusqu'à cette date, il reste totalement muet sur ses intentions et prépare une contre-attaque dont il a le secret. On peut dire que l'offre publicitaire dénommée la chaîne des 3A, qui regroupait les stations Atlantique, Andorre et Afrique, n'existe donc plus en raison de l'arrêt de 2 stations sur 3. L'année 1960 va donc s'annoncer déterminante pour l'avenir du groupe et pour Radio Andorre. Nous verrons dans une prochaine émission comment Jacques Trémoulet va transformer toutes ces déconvenues en nouvelles opportunités et comment il va réussir à rebondir, comme il l'avait déjà fait par le passé, et notamment en 1945. Car cet homme, à la personnalité controversée, qui suscite ou la haine ou l'admiration, mais rarement un jugement neutre, a une qualité suprême. Il sait tirer parti de toutes les situations, y compris des plus dramatiques, pour se régénérer. Cette 4e émission, l'histoire racontée de Radio Andorre, est maintenant terminée. Alors je remercie Christian Melling qui a assuré sa diffusion en ondes courtes, et cette émission a également été diffusée en streaming en temps réel sur la chaîne YouTube Aki Radio Andorra, où elle est sous-titrée dans la langue de votre choix et illustrée de quelques documents graphiques. Vous trouverez son podcast sur Mixcloud, sur YouTube, ainsi que sur le site d'archives de Radio Andorre, www.akiradioandorra.com, qui l'a diffusé également en direct. Je remercie enfin pour leurs archives et pour leurs témoignages concernant cette émission Jean-Louis Marquet, Rosette Masponce, Georges Malto et Carmen Ruiz. Je sais qu'ils nous écoutent, donc je les salue. Enfin, je salue la mémoire de celui qui fut mon correspondant de 2007 à 2014, mon ami William Donjon, qui m'a longuement décrit l'ambiance de la station dans les années 50 et présenté tous les protagonistes de l'époque. Cette émission lui est dédiée. On se quitte sur cet air iconique de Gloria Lasso, qui sera le grand succès de la saison 58-59 sur Radio Andorre, l'histoire d'un amour. Bonsoir et à bientôt. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte est la complainte de 2 cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre. Gens d'ici ou viennent d'ailleurs. C'est la flamme qui m'inflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire que l'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent le même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal.
banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec les où l'on s'enlace, c'est où l'on se dit adieu. Avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire que l'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent le même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.